Et là, un arrangement est trouvé, c'est-à-dire que la ville d'Ivry va conserver 3 panneaux, et le 4e va aller au musée, donc au musée Fernand Léger, sachant qu'une copie est faite entre-temps. Donc l'ensemble est installé au début des années 80, donc en 83, dans la salle des fêtes d'Ivry, en même temps que l'inauguration de la galerie. Donc je ne vais pas juste petit clin d'œil, donc c'est un ensemble réalisé par Fernand Léger, d'après le poème d'Éluard, Liberté, écrit en 1942. L'idée de commencer par cette œuvre, sachant que cette œuvre ne va pas, comme je vous disais, être présentée de manière allusive, hein. Je me tire un peu une balle dans le pied en vous disant ça, mais le propos est bien autre, c'est que pour Fernand Léger, l'art monumental est essentiel. L'art dans l'espace public, c'est essentiel. C'est une question qu'il va le travailler et qu'il va travailler tout au long de sa vie. Il va réfléchir aux différents cadres dans lesquels justement l'art monumental peut être présenté, toujours avec un destinataire privilégié, donc le peuple, que lui écrit avec un grand P, c'est-à-dire à destination vraiment de tout un chacun, pas de hiérarchie dans les arts plastiques. C'est essentiel. Il va privilégier la peinture murale au tableau de Chevalet, dans ses écrits et dans ses cours d'ailleurs. Quelques témoignages d'étudiants qui suivaient les cours de Fernand Léger dans son atelier en parlent aussi justement de sa volonté, de l'enthousiasme qu'il avait pour justement un art qui se détacherait des cimaises d'un musée pour aller dans la rue, pour aller aussi devant les églises, dans les églises, comme un artiste engagé Fernand Léger a répondu à plusieurs commandes pour les églises dans la banlieue populaire de Duncourt et aussi à Assy en Haute-Savoie. Donc, tout en sachant qu'à chaque fois, tout en répondant à ces commandes religieuses, lui-même expliquait dans son journal, on trouve trace, et dans les écrits justement avec les religieux qui lui passaient commande, on voit cette volonté, cet engagement en fait avant tout pour le peuple. Religieux certes, peuple avant tout. Donc voilà pourquoi je voulais commencer en fait par ce Fernand Léger, qui à mon sens est un beau parrain, ce qui concerne la question de l'œuvre dans la ville, dans l'espace public, l'art monumental comme on peut l'appeler. Alors l'art monumental, la question de la commande arrive assez tôt, hein, c'est pas quelque chose qui apparaît au XXe siècle. La ville moderne telle qu'elle se développe est peuplée de places, avec des perspectives justement où les sculptures vont se multiplier depuis le 19e. Les œuvres justement sont des œuvres qui vont d'ailleurs vivre tout particulièrement parce que la ville est en mutation perpétuelle. Donc ça c'est un aspect qui va revenir justement dans cette petite présentation. L'œuvre dans l'espace public est une œuvre qui va tout particulièrement évoluer. Parfois, tout dépend aussi du point de vue, de manière positive, négative. En tout cas, ce n'est pas neutre en fait. Voilà, la question de la restauration, je vous en reparlerai dans quelques instants. Alors la question aussi de la commande, de quoi s'agit-il? Étymologiquement, il y a quelque chose qui est aussi intéressant avec ce mot même de commande, c'est que le principe de la commande est lié à l'art de transmettre. L'action, de transmettre, l'art de transmettre, l'action de transmettre. Donc, dans le dictionnaire historique de la langue française, on trouve une chose confiée à quelqu'un. Progressivement, ça va se retourner, on va avoir un échange, et la question de la commande est aussi liée au fait d'ordonner. Donc, il y a un lien entre l'artiste et le commanditaire, parfois plusieurs. Il y a des éléments qui dominent, donc 3 éléments, la demande initiale, les procédures qui sont liées, éventuellement, et l'œuvre achevée. Sachant que tout du long, vous avez le processus artistique qui est en route. La notion de contrainte est aussi importante. Peut-être qu'on pourra en parler aussi avec Claire-Jeanne Jézéquel, qui nous fait plaisir d'être avec nous et de parler justement d'une intervention dans l'espace public qui n'est pas neutre, que ce soit par rapport à sa propre pratique ou par rapport justement à l'espace dans lequel on va s'inscrire. Donc au XIXe siècle, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit clin d'œil historique, on dirait tout un ensemble de commandes d'œuvres sans destination, de commandes de copies, donc tout un travail qui était fait, mais il y avait également tout un programme de décoration d'édifices publics. Donc
plafond du Louvre sous le règne de Charles X, le projet aussi d'envergure du Panthéon, qui était soutenu par la Deuxième République, donc en quête d'un art à la portée de tous. Donc cette quête aussi d'un art à la portée de tous va énormément se développer sous la Troisième République. Donc l'État dirige, en gros, l'État dirige le programme, le suivi de l'exécution, et il prend en charge une partie des dépenses avec les départements et municipalités. Donc là, encore une fois, ouais, donc je ne vais pas m'attarder, on n'a pas non plus, je n'ai pas le temps, on pourra en reparler peut-être en cours si vous voulez une cours d'histoire de l'art. Donc bref, l'état du fronton du Panthéon de David d'Angers en 1830 au Balzac de Rodin, donc qui est en 1898, vous avez tout un ensemble de commandes avec aussi tout un ensemble de récits, en tout cas de scandales parfois. Le Balzac de Rodin est un exemple assez frappant de scandale qui va aboutir à un décalage assez frappant entre son exécution, 1898, et son installation à Paris, 1939. Donc les commandes au 19e se multiplient et on aboutit justement aussi à une période atteinte de statuomanie, comme c'est qu'on l'a appelé, tellement les commandes se multiplient. Donc les différents cas de commandes, c'est aussi un aspect important dont il faut parler en amont. Qu'est-ce que c'est qu'une commande concrètement? Est-ce qu'il y a un seul processus? Est-ce qu'il y a plusieurs procédures mises en place? Alors, il y a un aspect très important historique qu'il faut garder à l'esprit. Donc, d'abord, il y avait l'aspiration à l'instruction de la Révolution. Cette même aspiration sous la Troisième République, et le Front populaire va introduire justement la notion de démocratisation de l'art. Cette notion de démocratisation de l'art ne va pas cesser de s'amplifier. Donc, en 1936, il y a un personnage très important qui s'appelle Jean Zay. Jean Zay, qui est ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Et il veut relancer la commande publique en l'ouvrant à un art qui serait développé en dehors de l'académie. Donc, entre autres exemples, en 1937, vous avez une exposition internationale qui est organisée, qui s'ouvre. Les bénéficiaires justement aussi de cette tendance, ce sont des artistes comme Léger. Je vous promets que je n'en parlerai pas régulièrement, mais là quand même Léger, Lipschitz ou les Delaunay. Jean Zay aussi a conscience justement aussi du chômage de masse des artistes. Et il va ébaucher ce qui va devenir le 1% artistique en proposant, je cite, de confier à des artistes en difficulté 1,5% du budget de construction d'un établissement scolaire. Donc finalement, un arrêté en 1951 va entériner le tout et on aboutit au 1% artistique. Donc à partir de là, toute construction, toute extension de certains bâtiments publics va entraîner l'intégration d'une œuvre d'art qui s'inscrit dans le projet architectural pour la somme de 1% du budget. Alors évidemment, il y a aussi tout un contexte qui joue en faveur aussi du développement du 1% artistique, la multiplication des villes nouvelles, aussi des établissements scolaires dans les années 70, contribuent au développement du dispositif. À Ivry aussi, justement cet arrière-plan va jouer énormément. Donc le 1% pour les bâtiments scolaires, et à côté de ce 1%, vous avez aussi ce qui va se mettre en place. Vous pouvez, si vous êtes déjà allé voir l'exposition avec Fernand Léger, ou si vous y allez, vous pourrez en voir quelques exemples. C'est la procédure de la commande publique. Donc en 82, on est sous le ministère de Jack Lang, et une nouvelle branche de l'administration culturelle va être dédiée justement à la mission de création. Cette nouvelle branche, c'est la délégation aux arts plastiques. Le nom aussi est un nom stratégique qui veut se placer en rupture avec l'appellation Beaux-Arts. Donc il y a quelque chose derrière. On cherche aussi à se démarquer du 1% artistique qui n'a pas toujours abouti à un ensemble satisfaisant pour plusieurs raisons. Parfois, la dépense artistique, une dépense imposée au budget d'architecte, va aboutir à des réalisations qui sont plutôt fruits de compromis. Donc ça va être assez
parfois les arts plastiques vont être soumis à leur environnement architectural. Donc on veut avoir un autre espace, en fait, une autre envergure. Donc progressivement, les commandes intègrent de nouvelles expressions artistiques, donc avec les commandes aussi des tramways, etc. Alors à Ivry-sur-Seine, la question de la commande existe avant même justement l'institutionnalisation de la commande publique. Ça se met en place assez rapidement, dès les années, les années 70, même avant. Donc aujourd'hui, vous verrez, je ne sais pas si vous avez vu, qu'il y a un grand plan qui est présenté à l'entrée. Vous pouvez aussi vous procurer. Bon, voilà, monsieur, vous l'avez, et tout le monde là. Donc voilà, ce plan, vous verrez qu'il y a à peu près une petite cinquantaine en fait, d'œuvres qui sont sur le territoire ivrien, qui relèvent de la commande. De la commande directe, de la commande publique, de la commande de la ville, on va voir les différents services en fait, qui sont concernés. Différents services de la ville aussi, l'espace public, les bâtiments communaux, urbains, pour l'école, le service des affaires scolaires. Donc vous avez aussi une collaboration entre différents services. Vous avez aussi d'autres interlocuteurs qui peuvent intervenir, l'État, l'office public HLM, je vais en parler dans quelques minutes, le diocèse, pour la commande des poiriers, le port autonome de la ville de Paris. Donc je vais m'arrêter juste sur quelques exemples, quelques œuvres. Quelques œuvres, avant de parler d'exemples, c'est pas le propos. Avant de discuter directement avec Claire-Jeanne Gézéquel, au début des années 70, Marc Charpin et Gérard Chérez, en fait, sont, sont contactés, sont sollicités pour intervenir. Sont sollicités par justement l'Office public d'habitation à loyer modéré. Au début du XXe siècle, vous avez d'abord une institution à la création des offices publics d'habitation à bon marché qui sont créés, qui vont devenir en 1950 Office public d'habitation à loyer modéré. Donc le projet initial, je vous le présente, c'est aussi j'ai choisi de commencer par cette œuvre, déjà parce qu'elle a été réalisée avant la création de la Bourse d'harmonie mentale à Ivry-sur-Seine, donc c'est montré qu'il y avait déjà des initiatives qui préexistaient, et aussi parce que cette œuvre en fait a été transformée et qu'on pose les questions justement de la vie des commandes dans l'espace public avec toutes les contraintes, toutes les difficultés aussi justement de maintien des œuvres, de transformation des œuvres. Donc juste, voilà, vous avez sous les yeux le bulletin officiel de l'OPHLM de 1971, donc il présente la commande, je cite, « Les villes sont trop souvent conçues pour les adultes seuls. Non seulement les espaces disponibles sont délibérément sacrifiés, mais souvent les espaces divers ou terrains de jeu sont pensés de manière restrictive et régressive. Grillage, pelouse interdite. L'Office public d'HLM d'Ivry a financé sur ses fonds propres la construction d'un nouvel ensemble tentant de répondre aux besoins de débat des enfants du centre d'Ivry. » Donc sont contactés de sculpteurs, Charpin Chérez, qui vont en fait proposer un lieu de rencontre, qui se voulait un lieu de rencontre ouvert, tout en sauvegardant aussi les arbres. Attendez, c'est pas évident parce que j'ai trouvé peu de visuels de l'installation de l'époque. Mais vous savez, là vous voyez sur votre droite un ensemble d'arbres en fait, qui voulait être protégé, justement sauvegardé par l'intermédiaire de ces structures. L'idée c'était de s'intégrer à l'environnement architectural et aussi d'être en lien avec tout le projet en fait, lancé par l'OPHLM, notamment aussi une future maison des jeunes et de l'enfance, qui au final n'a jamais vu le jour. En fait, maintenant vous avez la maternelle à l'école maternelle en fait, dans le préfab qui est derrière. Pardon ? Casanova, oui. Donc l'idée était de présenter des formes qui laisseraient les enfants libres de jouer, de les utiliser comme ils le souhaitent. Donc vous aviez des animaux, des structures animaux, vous aviez
là, je vous avais dit que l'intervention serait entrecoupée de remerciements. Donc je tiens à remercier aussi Laurent Charpin et Raphaël Perron qui m'ont accueilli pour parler justement de ce projet et de la restauration de la transformation qu'ils ont pu y apporter. Et eux m'ont expliqué, on n'a pas de visuel, mais peut-être que les personnes dans la salle ont pu les voir, qu'au début, il y avait aussi des sièges en mousse qui ont duré très peu de temps, en fait. Donc c'est là, je vois des gens qui les ont... Si des gens ont des photos, d'ailleurs, ils sont à la recherche de photos de Germain Bambin en train de sauter sur ces fauteuils en mousse. Donc les couleurs aussi, les couleurs vives, je voulais aussi une réponse au béton, une réponse aussi au vert des arbres. Le plan était incliné, donc répondait, ils ont joué justement avec ce plan incliné. On créait cette sculpture en fait dans cet environnement. On a une époque aussi où la question de la sculpture environnementale se pose. Il y a des artistes comme André Bloch ou Pierre Tequely qui vont aussi proposer des sculptures qui seraient des architectures dans lesquelles on peut rentrer, dans lesquelles on peut s'inscrire. Donc cet ensemble en fait partie. Le fait est qu'il a mal vieilli, pour plusieurs raisons. Donc là, je pense encore que les gens ont pu le voir décrépir, en fait, tout simplement. Donc l'espace a été... Pardon. Donc rapidement, l'espace s'est dégradé, il a été tagué, c'est devenu un repère aussi... je vois que... Oui. Vous avez vu cette déchéance. En tout cas, le fait est qu'on ne pouvait plus garder cet environnement, cette sculpture environnement avait disparu en fait et s'est transformé en autre chose qui ne pouvait pas être gardé en l'état. Donc ont été contactés les artistes, on leur a demandé s'ils voulaient en fait reprendre le projet. Ils ont refusé et ont proposé justement que l'ensemble soit repris par Laurent Charpin, le fils de l'artiste, et Raphaël Perron aussi, architecte. Donc les deux ont repris le projet et ont parlé, et parlent encore aujourd'hui plutôt de transformation ou de restructuration de l'espace. Donc je les cite. Les éléments identifiables comme œuvre, les éléments conférant son identité artistique au lieu ont été retravaillés pour pouvoir être maintenus mais pas reconstitués à l'identique. Je vous montre une vue au moment où ils ont été contactés. Leur place dans l'espace a été maintenue, mais leur sol, leurs ouvertures, leurs relations à l'extérieur ont été modifiées. Donc l'idée de garder dans une certaine mesure la vocation ludique de l'espace, donc là c'est après transformation. Donc il y avait une partie labyrinthique qui est disparue, où à l'origine on pouvait, les enfants manifestement, vous avez, hop là ici vous voyez, ça c'est une photographie qui a été prise depuis l'une des structures en fait, donc on pouvait passer devant, on pouvait circuler, donc tout ça, ça a été abandonné. Les deux architectes ont voulu reprendre justement aussi, donc garder comme je vous disais, la vocation ludique, essayer de préserver aussi les arbres qui étaient plantés, se lier aussi avec le parc Torres qui est juste à côté et l'espace environnant. Donc préserver l'essence du projet qui était un projet qui voulait avoir un caractère très ouvert. Donc de la même façon, donc là vous voyez en fait une installation qui avait été réalisée avant le réaménagement, la restructuration de la place. Donc ils avaient collé des plans en fait justement des futures transformations sur les structures. Donc là vous aviez, ils envisageaient de créer un espace d'arrêt. Alors c'est assez drôle, encore une fois, comme je vous le disais, quand on a déjà vu, moi j'ai connu cet espace comme un espace de skater et réputé. Et en fait, c'est assez drôle de discuter avec les architectes qui l'envisageaient comme un endroit de repos avec un ensemble de sièges. Donc c'est assez drôle de voir comme l'évolution en fait par l'usage d'une structure. Donc ils avaient envisagé aussi un ensemble d'éclairage qui émanait directement des modules, de chaque module.
final un ensemble qui a été restructuré, transformé, et même la transformation des années 90 a aussi évolué et est parti ailleurs, puisque désormais c'est un endroit qui est un endroit, un terrain de skate particulièrement connu. Donc voilà pour cette question de l'évolution en fait, des hommes de l'espace public. La question maintenant de la bourse d'art monumental. Donc là, personnage incontournable, Thierry Sig. Un système de bourse a été mis en place avec un processus de commande directe. Ça a été initié en 1979. Donc là, vous avez sous les yeux le règlement de la bourse, en fait. Une bourse biannuelle. La bourse se déroulait en 5 temps avec une sélection sur dossier par un comité qui était constitué de spécialistes, de plasticiens, critiques d'art, d'architectes, de personnalités du monde de l'art, des responsables aussi de la galerie. Et donc 6 artistes étaient sélectionnés, avaient une exposition collective, et parmi ces artistes, un lauréat ou une lauréate était retenu et avait une exposition personnelle. Donc c'était plus une démarche qui était choisie, une œuvre principalement. Une bourse était attribuée au lauréat ou à la lauréate, puis un travail était attribué dans l'espace public, parfois plusieurs années, on en parlera avec Claire-Jeanne, après avoir été lauréat. Donc la bourse a été suspendue en 2005, sachant que là, Laetitia Guy nous en parlera en conclusion, plusieurs commandes sont en cours. Donc parmi les lauréats, des artistes nombreux, Cyril Blocher, Duraglio, Skoda. Donc j'ai choisi de vous parler assez rapidement, parce que je vois que le temps passe, de quatre artistes avant d'échanger avec Claire-Jeanne et Jézéquel. D'abord l'œuvre de Carbou qui se trouve devant leur Moucha. Donc Carbou, c'est un sculpteur qui était un élève d'Étienne Martin. Ça a du sens, Étienne Martin ayant aussi une approche de l'espace, du rapport de la sculpture à l'espace non négligeable. Il a été lauréat en 1981 pour proposer une exposition autour d'un projet de passerelle dans lequel il voulait inviter les visiteurs à traverser l'espace, à s'engager physiquement, corporellement. Donc, puis il a reçu une commande justement d'oblique haute qui se trouve devant l'équipement scolaire et sportif de leur Moucha, dans laquelle justement il joue avec la pesanteur. Vous avez sous les yeux ses premiers dessins. La question se posait de la façon dont l'œuvre allait s'intégrer à l'espace. Donc une vue d'époque, vous voyez qu'il y a une évolution aussi même du projet initial de la sculpture en raison de la transformation aussi de l'espace urbain, puisque là on pouvait se garer au pied de cette sculpture, tandis qu'aujourd'hui en fait vous avez un espace qui s'est restreint terriblement, qui ne cesse pas de se restreindre dans ce point-là. Donc on n'est plus du tout aussi même dans la problématique de la sculpture dans l'espace avec l'Argout, mais on est dans presque une sculpture de l'espace qui va le modifier, qui veut inviter justement aussi le visiteur à le percevoir autrement. Donc c'est lié aussi à l'histoire industrielle de la ville, les matériaux ne sont pas anodins. Il a choisi donc de placer cette pierre, je le cite, comme un morceau de ciel descendu devant nos yeux. Donc il y a une petite ironie aussi dans la presse de l'époque, puisque après l'installation, on parlait du panneau qui était sous cette sculpture qui invitait les enfants à ne pas l'escalader. Donc un clin d'œil au ludique à l'ouverture du regard, donc quelques photos de l'époque. Donc il était parti dans une carrière en Bretagne pour sélectionner sa pierre, en fait, sa charge de plus de 20 tonnes. Vous voyez l'assemblage justement des parties métalliques. Donc une sculpture qui invite à se poser aussi la question qui elle-même en tant que sculpture en fait joue sur la pesanteur, joue sur la gravité, et le contraste entre les matériaux pose la question des différents matériaux en présence.
petit clin d'œil aussi, justement, en parlant d'inscription dans un nouvel espace, clin d'œil à Skoda, qui n'a de cesse de vivre, d'être recouvert, d'évoluer. Donc il a été, d'ailleurs, c'était un bon anniversaire, il a 74 ans aujourd'hui. Enfin bref. Donc pour Skoda, je cite, lorsqu'il réalise cette œuvre, il explique qu'il y a dans mon travail une dimension cosmogonique et elle implique chez moi une prédominance du circulaire sur l'orthogonal. La lumière dans sa projection tend à se déformer vers l'ellipse par la double rotation de la Terre. Le courbe, le sphérique et l'elliptique sont le propre de l'univers. Donc il installe cette sphère lumière en 2001, couleur rouille. Évidemment, elle est très 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 proche de nous. Avec cet ensemble sur la base, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en sortant, vous pourrez, soit vous vous en rappelez, soit vous pourrez aller la voir directement. Donc vous avez 4 ouvertures circulaires sur la base, qui dessinent un carré, et au sol, vous avez des ellipses qui se présentent comme une espèce d'ombre projetée de ces carrés. Donc c'est une œuvre qui est devenue une œuvre emblématique d'Ivry, et qu'il a lui-même revisité durant la Nuit Blanche en 2012. Donc il est intervenu, il a aussi décidé pour nous en parler beaucoup mieux, mais il a aussi joué le jeu justement de la transformation à cette occasion de son travail. Et en parlant d'évolution, là vous voyez juste quelques vues de l'installation de cette sphère monumentale. À l'époque, donc je vous parlais, je vous disais qu'une œuvre dans l'espace public, c'est une œuvre qui évolue, qui est appelée à évoluer. On va en parler avec la jeune à propos des crues de la Seine, par exemple. Mais le fait est que récemment, il y a quelques commandes qui prenaient en compte, en considération directement cette évolution, ne serait-ce qu'en raison de manière technologique. Donc je vous parle par exemple de l'œuvre colonne de Jacques Thibault, qui était lauréat en 1999. Donc je vous parlais du laps de temps en fait entre la bourse de pension de la bourse et la réalisation d'une œuvre dans l'espace public. Donc Colin Thibault, c'est un artiste qui s'intéresse aussi à la fois à l'écrit, qu'il avait réalisé fin des années 90 par exemple, tout un ensemble de travaux autour des écrits d'artistes de Malevich pour en faire lui-même des carrés blancs. Il s'intéresse aussi à la forme. Il avait réalisé fin des années 80 tout un ensemble de sculptures, clin d'œil à la colonne sans fin de Brancusi. Et dans l'école, dans cette école, il réalise son œuvre colonne qui est appelée à évoluer, tout ça tous les 4-5 ans en fait. C'est une œuvre qui repose sur sur la parole, sur le mot, c'est-à-dire qu'elle diffuse sans discontinuer tout un ensemble de synonymes de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, un travail qui a été fait avec les élèves de l'école. Donc un travail qui est appelé à être revisité, refait tous les 4-5 ans, ça me semble-t-il. En parlant de cette dématérialisation, je réalise que je vois que le temps passe, cette dématérialisation de l'œuvre aussi progressive, je vais vous passer un extrait d'un entretien de Didier Mencoloni, qui lui aussi a reçu une commande, un pas de côté. Et donc, petit clin d'œil justement à la question qui a beaucoup travaillé les artistes aussi dès le début même du XXe siècle. Là, par rapport à la sculpture, c'est cette question de la dématérialisation ou la question de la matière humaine. Donc juste un petit clin d'œil à une commande en fait qui avait été passée en fin des années 20 à Picasso en fait d'un monument à Apollinaire, une commande par les amis d'Apollinaire pour fêter le 10e anniversaire de sa mort, en 1927. Et Picasso, en réfléchissant, en se demandant quel type de monument il pouvait faire par rapport à toute l'histoire des monuments aux grands hommes qui existaient alors, se pose pas mal de questions, fait pas mal de croquis-dessins et finalement puise dans un des écrits d'Apollinaire, d'un poète assassiné, puis une citation en fait. Donc le poète assassiné, c'est l'histoire d'un poète qui finit assassiné, je vous révèle la fin de vos métiers. Mais à un moment, il est question d'un monument, d'une sculpture à réaliser. Et en fait, au final, le poète s'exclame une sculpture en rien.
qu'est-ce qu'on peut réaliser avec une sculpture en rien. Donc Picasso va travailler avec un artiste qui s'appelle González, une sculpture dans l'espace en fil de fer en métallique, qui est de toute façon refusée, pour justement, en raison de cet aspect non monumental. Et donc, cette matérialisation progressive à laquelle rêvait à cette époque-là Picasso, sur laquelle il avait écrit, se produit aussi progressivement. Donc, je vous passe l'extrait de Nkomo qui parle de son travail. Alors. En deux mots, Didier Malcomodi. En plusieurs mots, je suis plutôt peintre. Je vis à Évry depuis bientôt 30 ans, je n'ai pas compté, mais la vie locale, je la vis depuis longtemps. Et la commande que j'ai à Évry s'inscrit dans un parcours qui n'était pas initialement un projet que j'avais pu envisager. J'avais il y a très longtemps même imaginer que c'était peut-être pas pertinent de faire une œuvre à l'endroit où on vit. Et puis bon, les circonstances ont fait, et le temps passant, la situation est devenue possible, à la fois comme un prolongement du travail, et aussi un défi, puisque j'ai essentiellement, même si ça déborde un travail d'atelier, de tableaux, de dessins sur papier, donc des formats plutôt raisonnables, et la commande telle qu'elle s'est présentée me plaçait dans une échelle tout à fait autre. Et donc tout ça m'a conduit à, je crois, ça fait 4 ans pratiquement maintenant que ce projet a été initié. Il s'est achevé il y a quelques semaines à la fin du chantier, puisque j'étais un peu à la suite de, ça s'est fait en 2 phases, à la suite de la construction des bâtiments, puisque je suis, pour décrire en 2 mots la pièce, sur 2 rues qui sont nées d'un nouvel ensemble immobilier. Pour être plus précis, c'est un travail de ponctuation au sol qui est, pour revenir au travail de dessin d'atelier, qui est une forme de prolongement d'un travail graphique. Et au lieu d'avoir une surface définie par les bords d'un papier et un outil qui est chez moi souvent un retrait, je vais utiliser le plan, la rue, comme une feuille blanche, avec à la place des ponctuations de l'encre, j'ai utilisé des clous podactyles qui sont des clous qui servent initialement à une personne malvoyante ou non-voyante pour leur indiquer surtout un danger, ou en tout cas une zone particulière. Et donc le projet est relativement simple, c'est une espèce de... comme si j'avais parsemé ou perdu des sous dans mes poches. Et ça fait des dizaines, je n'ai pas compté précisément, mais je pense qu'il y a plus de 3000 clous qui sont donc collés à la surface de la rue, formant un itinéraire plutôt aléatoire qui dessine, disons, une constellation qui serait renversée, qui n'est pas au ciel mais qui serait au sol. Et donc j'ai construit le dessin un peu comme une composition musicale, c'est-à-dire j'avais une espèce de grille un peu générale en tête, et en fonction de l'inclinaison du sol, des éléments du mobilier urbain, l'éclairage, un banc, les voies qui se croisent, j'ai densifié, allégé la densité des points qui forment cet ensemble. Une présentation de travail qui est difficilement perceptible, qui peut passer totalement inaperçu. Et maintenant, en fait, donc je suis ravie de pouvoir inviter Claire-Jeanne Gézéquel, qui est venue pour nous parler justement du balcon pour pas longtemps, et poser la question de l'inscription dans un lieu. Comment revivre le lieu? Alors en ce qui me concerne, je voudrais juste revenir 2 secondes sur la procédure très particulière de la commande publique
tel que je l'ai connu, par le biais de la bourse d'art monumental, dont j'étais lauréate en 2001, puisque à ma connaissance, c'est quelque chose qui n'existait sous cette forme-là nulle part ailleurs. Comme le disait Fanny, il s'agissait donc de choisir des artistes avant tout pour une démarche globale, l'œuvre dans sa globalité, que sur projet, comme ça se pratique le plus souvent dans le cadre du 1% de la commande publique. Et ça, pour moi, c'était important parce que je pense que je ne me serais jamais frottée, à ce jour d'ailleurs, c'est la seule œuvre dans l'espace public que j'ai réalisée. Et le fait que ça se passe de cette façon-là a compté pour beaucoup dans le fait que j'ai eu envie de participer à cette façon de faire. Ça me paraissait très juste. Donc j'ai été lauréate en 2001 et comme l'a expliqué Fanny, les lauréats n'ont pas forcément dans l'immédiat une commande ferme. Donc ce qui permet aux différentes parties en présence dans la ville ou les autres partenaires qui ont affaire avec la ville de solliciter, excusez-moi, je suis pas très, je vais essayer de remonter pour vous montrer des images du tout début du projet. Au fur et à mesure que la ville se transforme, des projets de réaménagement, de construction, d'aller puiser en quelque sorte dans le vivier des lauréats qui se constituent au fil des années, en fonction donc de leurs œuvres, de leur œuvre, pour leur proposer tel ou tel projet qui paraît le plus adapté justement à tel ou tel artiste. En ce qui me concerne, Thierry Sig est venu me solliciter pour un travail, enfin un projet qui est le réaménagement des berges de la Seine à Ivry, donc sur un terrain qui est géré, je ne sais plus si c'est une question d'appartenance, en tout cas géré par le port autonome de Paris, qui s'occupe de toute la Seine, banlieue comprise. Donc, comme à Paris, dans le prolongement de l'aménagement des berges dans le 13e, etc., la ville d'Ivry-sur-Seine voyait cet espace-là changer. Donc, les dépôts, les grands magasins de matériaux, etc., disparaître, pas complètement, enfin pour certains, pour regagner de l'espace au profit du promeneur, de l'habitant de ville. Donc Thierry Sig est venu me proposer ça parce qu'il lui semblait que la question de l'horizontalité dans mon œuvre pouvait être pertinente pour cet espace à proximité donc immédiate de l'eau. Et c'est dans cette direction-là que j'ai travaillé, puisque à l'époque je réalisais des œuvres que, effectivement, la question de l'élément liquide ou le matériau dans son changement d'état se travaillait en particulier par l'usage de la fonte d'aluminium. Donc j'ai commencé à réfléchir autour de cette idée de la flaque, du matériau qui se répand, enfin la proximité avec l'élément liquide, et ça ce sont les tout premiers croquis, vraiment des bouts de calque, des tout petites choses avec scotché, etc. Je vais vous en montrer d'autres. Ça pouvait aussi avoir cette forme-là ou celle-là. Très vite cependant, comme dans mon travail, est venue la nécessité de donner une forme à cet élément liquide et de le contredire par une relation à une construction. Et c'est assez rapidement, j'ai choisi d'utiliser en fait comme élément de construction le plan de la ville d'Ivry-sur-Seine, donc d'abord un plan assez large qu'on voit dans la partie basse là, de la ville, ensuite réduit petit à petit à la partie en fait comme une relation du détail au tout, la partie où se plaçait, enfin de la ville, donc au-delà de la voie ferrée qui coupe un peu là, qui traverse la ville en deux, du côté de la Seine, donc avec la boucle très caractéristique que vous reconnaissez, et les différents ponts qui franchissent la Seine et ouvrent Ivry vers ses voisines d'en face. J'ai aussi fait ce choix, ce qu'évoquait Fanny tout à l'heure, dans la commande publique, un des risques, bon ça c'est pas un autre croquis, mais vraiment les toutes premières recherches, comme ça c'est les carnets de croquis que j'ouvre.
un des problèmes, enfin une des questions qu'on se pose, je crois, c'est la question de l'environnement. Évidemment, c'est très difficile. En fait, la commande publique, c'est quand même une des choses les plus difficiles, je crois, pour un artiste. Moi, je me suis posé évidemment la question de l'œuvre environnementale. Est-ce qu'on fait un objet ou est-ce qu'on fait un espace? Est-ce qu'on fait une œuvre qui va englober le spectateur ou est-ce qu'on fait une œuvre qui va placer le visiteur, le promeneur devant, face à quelque chose? Est-ce qu'on fait une œuvre d'art d'usage, utilitaire? C'est souvent le cas et c'est totalement légitime de se poser cette question-là. On a envie que l'œuvre d'art participe de la construction de l'espace public, on a envie qu'elle puisse être appréhendée par des visiteurs, qu'elle s'insère dans un espace. Et en même temps, on a peur que, comme tu le disais, l'œuvre d'art se retrouve soumise à son environnement, soit architectural ou l'espace public dans sa globalité en général. Moi, après toutes ces recherches-là, il y a des prolongements à cette œuvre, hein, si souhaitable. Je sais comment la continuer. J'avais imaginé en fait qu'elle pourrait être plusieurs et qu'il pourrait y avoir un ensemble, un petit ensemble de ces balcons, puisque le titre de l'œuvre évoque l'idée d'un balcon, qui se répéterait sur différents endroits sur le quai. Moi, j'ai choisi de faire une œuvre au sens plutôt classique du terme, c'est-à-dire qu'il y a un espace propre, relativement défini, là où elle est peut-être pas tout à fait classique au sens 19e, c'est que ça n'est pas une œuvre qui s'érige, ce n'est pas une œuvre qui fait signal, au contraire de l'œuvre de Clairbout, par exemple. C'est une œuvre qu'on découvre quasiment quand on se cogne dedans, quand on la prend comme ça, comme un coup de jarret, puisque c'est une œuvre qui se déploie à 40 cm au-dessus du sol et qui est constituée de nappes, de deux surfaces comme ça. Donc c'est des grandes plaques de fonte d'aluminium et puis au-dessus une résille également en fonte d'aluminium surélevée qui reprend une partie du plan de la ville d'Ivry. Ici ce sont des photographies des maquettes telles que je les avais donc soumises au jury de la bourse d'art monumental au moment de choisir le projet définitif. Donc, elle associe le classique qu'elle a un espace relativement circonscrit, c'est pas une œuvre d'art environnementale, hein, on n'est pas inscrit dedans, enfin, voilà. Et en même temps, je la voulais très près du sol, très proche de l'eau, donc c'est une histoire de surface, de miroitement, de lumière. La fonte d'aluminium, elle a cette espèce de clarté, de gris qui ne brille pas, mais qui en même temps capte la lumière d'une façon que j'aime énormément. Et je l'ai imaginé aussi comme une sorte d'endroit à partir duquel on pouvait regarder. C'est pour ça qu'il y a cette idée du balcon. Le seul élément un tout petit peu vertical, c'est cet angle droit qui permet comme ça de s'y appuyer et de regarder autour de soi. Donc c'est une œuvre à partir de quoi susciter le regard. Je ne sais plus, je n'ai pas répondu à ta question. Après, j'ai 12 000 images de fabrication qui pourraient être intéressantes. C'est des toutes premières pré-maquettes, donc c'est encore un côté un petit peu informe qui s'est un tout petit peu corrigé par la suite. C'est juste par curiosité. Pour vous montrer un peu comment j'ai travaillé, évidemment, en essayant de situer, en réfléchissant à l'implantation. Je l'aurais voulu au-dessus de l'eau, hein, évidemment. J'ai fait des propositions en ce sens, et puis bon, ça n'a pas été possible. Le port autonome de Paris sont très posés, c'est très compliqué. La législation est très contraignante. Pour ce qui est des voies navigables. Et on va arriver juste peut-être à la fabrication, parce qu'il y a des belles images. Donc ça, c'est l'œuvre en train d'être fabriquée à la fonderie. Et c'est des choses magnifiques, en fait. Il faudrait que le matériau puisse rester comme ça, à ce moment-là. Et Fanny, une autre question, parce que je ne sais plus ce que je dis. Mais tu disais par exemple qu'il y avait un ensemble de contraintes en travaillant avec le port autonome, c'est-à-dire que tu as eu une mise à distance obligée par rapport justement à la scène. Oui,
ce qui n'a pas empêché, lors des dernières crues, mon œuvre d'être totalement recouverte, ou presque, mais ça c'est plutôt drôle. Oui, mais je crois que, bon, je vois, je sais pas, il y a dans la salle des visages que je reconnais, donc Claire Mauget, qui est une artiste qui elle pratique l'espace public beaucoup plus que moi. Je crois que c'est quelque chose, soit c'est très fécond, soit c'est complètement paralysant. C'est une conversation que j'avais eue aussi avec Didier Moncoboni, là, dont vous avez vu un extrait de la vidéo, parce que lui non plus n'est pas un familier ou un pratiquant régulier de la commande publique, et c'est quelque chose que les artistes, en revanche, qui se coltinent ça, connaissent bien et avec lesquels ils savent jouer. L'espace public est contraignant et peut-être de plus en plus. Et c'est jusqu'à, peut-être, enfin dans mon cas en tout cas, remettre en question la possibilité même de s'y frotter. C'est à un moment donné, on se demande jusqu'où ça permet encore une œuvre pertinente. En fait, il y a des très beaux exemples, des très belles réussites, mais ceux qui construisent les villes, ou les usagers, ou les gens, enfin les élus, etc., savent que c'est difficile aussi, et que la question de la durée, l'entretien dans le temps, le devenir, tout ce qu'on ne peut pas prévoir de l'œuvre d'art, comme ce que tu racontais pour l'œuvre de Charpin et Chirac, ça fait de la ville un lieu compliqué pour les artistes, mais qui reste passionnant, forcément. Et heureusement que ça a évolué, on le voit avec des œuvres comme celle de Colin Thibault, justement, enfin, des œuvres qui sont des œuvres utilitaires parfois, et qui sont des propositions tout à fait intéressantes. Est-ce que je vais vous montrer c'est juste pour plaisir, parce que c'est quand même le moment que je préfère. Et l'œuvre que vous connaissez, donc les grands panneaux coulés comme ça, l'hérésie, toute la préparation qui est faite en usine, et puis l'installation sur place, où là il a fallu travailler vraiment très étroitement avec l'architecte, avec le port autonome, pour que tout le monde soit sûr qu'il n'y aurait pas de problème de sécurité, etc. Et c'était des moments assez chouettes de voir s'installer une œuvre comme ça. C'est important, je crois, en tout cas, pour un artiste. Et le fait de faire ça à Ivry, ça avait du sens, je l'ai déjà dit ailleurs, mais à cause de l'histoire que tu as racontée, et la façon dont la ville, Vitry-sur-Seine aussi, a une politique un peu semblable. Enfin, cet engagement de cette commune vis-à-vis de l'art en général, et de l'art dans l'espace public en particulier, moi c'est quelque chose, ça compte beaucoup. Et ça a compté pour moi, je le redis, au moment où j'ai tenté, je me suis présentée. J'ai candidaté pour la bourse d'art monumental. Pardon. Je peux poser une petite question sur justement cette œuvre? Oui. C'est possible? Oui, bien sûr. En fin de compte, je voulais poser la question, c'est par rapport à... C'est très intéressant parce que ça a à voir avec Enfin oui, voilà, je voulais poser une question parce que je trouve ça très intéressant parce que ça a à voir avec la mémoire, le passé, et est-ce que quand votre œuvre est totalement installée, est-ce qu'on arrivera si on passe comme ça à côté, est-ce qu'on comprend, je veux dire que c'est par rapport à un plan, le plan de la ville, ou des plans anciens de la ville, et pour arriver, parce que justement, moi j'aime beaucoup aller voir ces monuments, cet art monumental dans Paris et tout. Et ce qui est intéressant, c'est ça s'attache au passé, et puis ça peut permettre aussi de comprendre peut-être l'avenir quelque part. Là, on est au bord de la Seine, donc il y a un passé important, et puis il y a aussi un avenir qui, par rapport aux fleuves ou aux rivières, sont pas tellement développés actuellement. Et là, je suis très content de voir ce travail.
Donc je voulais savoir si, en passant, on puisse comprendre la totalité de votre travail. Merci. Alors, bon, l'œuvre elle est installée, moi je suis une vieille lauréate, puisque j'étais lauréate en 2001 et que l'œuvre a été inaugurée, alors je ne sais plus, c'est entre 2004 et 2006, je crois 2006. Donc elle est là, elle existe. Alors, est-ce qu'on comprend? Moi, à titre personnel, j'avais à cœur de transformer, de m'approprier le dessin de ce plan de ville pour ne pas, justement, qu'il ne fonctionne que comme une image du plan de ville. Donc, j'y suis restée fidèle, mais il fallait lui donner une matérialité, une présence, enfin, alors c'est l'épaisseur des traits, c'est la façon dont j'ai redessiné à la main et puis agrandi en essayant de garder cette espèce de souplesse justement qui va à l'encontre du tracé d'un plan, de l'image d'un plan. Donc ça c'est un truc enfin c'est mon exigence de sculpteur, d'artiste, quoi, de métamorphoser quand même le matériau, l'image dont je me sers. Donc est-ce qu'on comprend? Il me semble que cela reste lisible et qu'un usager, enfin un habitant, un livrien, peut-être quelqu'un qui connaît très bien le plan de sa ville, peut reconnaître ça. Ensuite, la question de la relation de l'œuvre d'art qui fait le lien entre le passé, l'avenir. Je crois qu'une des contraintes majeures pour les artistes qui œuvrent dans l'espace public, c'est qu'on demande beaucoup, on demande peut-être même trop aux œuvres d'art dans l'espace public. Et qu'entre l'œuvre d'art qui est, comme c'est le cas dans le 1% du budget d'un bâtiment public consacré à la décoration, je crois que le terme décoration figure dans la réglementation, enfin dans la définition de 1%. Donc d'un côté, on a cette idée que l'œuvre d'art est là pour décorer, et d'autre part, à l'excès inverse, c'est l'œuvre d'art serait là pour œuvrer à la transformation sociale, faire le lien entre le passé et l'avenir. Peut-être on demande trop, il ne faut pas en demander trop peu, mais je crois qu'on ne peut pas non plus demander trop aux œuvres d'art. Donc j'aurais du mal à répondre très franchement, catégoriquement à votre question. Je pense que moi, je ne voulais pas que ce plan que j'ai utilisé ne soit lisible que comme tel, comme une image, comme la répétition, comme la reproduction du plan. Il fallait que ça devienne une sculpture, quoi. Même si c'est une sculpture horizontale et presque anti-monumentale. Bon, alors, ça tient à quoi? Ça tient des questions de dessin, d'épaisseur, de liberté prise avec la forme. Mais malgré tout, le fait de savoir qu'on a choisi de la mettre là, pour telle raison, je pense que si on s'y attarde un peu, certains peuvent peut-être le ressentir, le comprendre, chacun à sa façon. D'ailleurs, moi, c'est la question du titre que je voudrais poser, parce que le titre me paraît un peu facétieux, en fait, à la fois invitant à regarder aussi à la fois la sculpture et l'espace par rapport à la sculpture, sachant que je suis peut-être influencée par aussi les discussions qu'on a pu avoir sur le paysage. Merci. Tout le monde m'entendait? Je voulais faire... en même temps, c'est vrai qu'on a déjà eu des discussions sur le paysage, la question aussi, par rapport à cette sculpture, je vous parlais de l'histoire de Picasso et du monument Apollinaire et du dessin dans l'espace. C'est vrai que mon travail est lié aussi à la question de ce dessin qui prend corps, en fait. Oui, c'est vrai qu'elle s'inscrit dans l'ensemble de mon œuvre. Je pense que de manière assez cohérente, la relation entre le dessin, une forme de dessin dans l'espace et une construction d'espace qui appartient peut-être plus traditionnellement à la sculpture. Moi, j'ai pas fait le choix de la dématérialisation complète, mais c'est vrai que le titre, balcon, entre parenthèses, pour longtemps regarder à l'infinitif, hein, donc c'est effectivement pour être là, mais ça c'est dans le meilleur des cas, finalement, si l'œuvre d'art dans l'espace public, elle ne sert qu'à ça, je me dis que c'est déjà pas si mal, c'est-à-dire se resituer ou se situer différemment dans l'espace, rencontrer quelque chose auquel on ne s'attend pas tout à fait, au moment où on déambule, où on va d'un point A à un point B,
avec autre chose en tête. Faire lever la tête, comme c'est le cas pour l'œuvre de Clermont. Ici, bon, à la fois, il faut baisser la tête pour regarder l'œuvre, et puis finalement, il y a ce balcon qui invite à regarder ce qui se passe autour. C'est modeste comme objectif, mais moi, je pense que c'est important de produire dans l'espace public des objets qui soient un peu indéfinissables. Donc, j'aime les objets indéfinissables. Et c'est bien quand les œuvres d'art, on ne sait pas forcément qu'on a affaire à une œuvre d'art quand on la rencontre. Ça peut être bien, si ça permet d'ouvrir un peu. Ça peut être par la rêverie, la poésie, enfin, les formes poétiques, ou parce que justement une œuvre d'art qui a l'air de servir à quelque chose, mais dont finalement on ne sait pas très bien à quoi elle sert, inquiéter le langage, comme on peut le voir avec Colin Thiébaut, enfin, tout à coup des mots dans l'espace public apparaissent qui ne sont ni ceux de la signalisation, ni ceux de la publicité, ni ceux de la loi, de la réglementation, et ça peut servir à ça aussi. C'est à la fois pas grand chose, mais c'est déjà pas mal, je crois.